votre film, est-ce que vous avez voulu faire un kaléidoscope de ces années-là avec, est-ce qu'il n'y a pas un brin de nostalgie et d'une période charnière peut-être de l'histoire de France? Alors nostalgie, dans la nostalgie, il y a une notion de souffrance. Et il n'y a pas de souffrance dans notre démarche, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est nostalgique, on souffre d'un paradis perdu ou d'une période perdue. J'ai pas l'impression que c'est ce que raconte le film, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on raconte que tout était formidable à l'époque, puisque voilà, on a un contexte social avec un père au chômage, parce que en 81, c'est la rigueur, c'est l'austérité de Raymond Barre avec ses 2 millions de chômeurs. C'est un moment où il y a des virus catastrophiques comme le sida. C'est un moment où il y a du racisme, et SOS Racisme naît de ce contexte-là. Mais je dirais qu'on a plus eu envie de capturer le temps, de pouvoir de temps en temps, et c'est magique au cinéma, faire une capture, une espèce d'abri pour le temps, parce que voilà, on sent que, on sent que il y a une génération qui s'en va. D'ailleurs, le film est beaucoup en hommage aussi à nos familles, à nos parents qui sont arrivés, qui ont arrivé parfois d'un autre continent et qui sont venus avec une espèce de courage et de bonne humeur et nous montrer un chemin. Et tout le décorum qui les accompagnait s'en va. Et c'est marrant parce que je vais vous raconter une anecdote. Quand on va voir les bus et les métros à la réserve de la RATP à Paris, où on peut les choisir pour le cinéma, vous avez comme ça un espèce d'éventail qui démarre à peu près avec les premiers bus de 1900 jusqu'à 1995-2000, qui sont consignés comme ça, et on dirait vraiment le décor des êtres humains. Quand ils viennent sur Terre, ils ont ce décor, puis après ils partent. Et donc on rentrait avec Olivier, on voyait des métros des années 50, 60, 70, en se disant c'est marrant, le nombre de gens qui ont travaillé avec ce décorum, le nombre de gens qui ont été tous les matins au travail, et puis à un moment, eux ils sont partis, puis d'autres arrivent. C'est ce sentiment-là qu'on a voulu capturer. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'il y a une partie des gens qui partent, et leur décor avec, et on n'avait pas envie qu'ils partent, sûrement. Ça doit être ça. Et vous avez pratiqué pareil avec la musique? Non, la musique c'est un peu différent, parce que la musique c'est un marqueur temporel, un marqueur très intime, et elle a une place cruciale dans tous nos films, et a fortiori celui-là, parce que le terrain de jeu il est presque infini, mais justement on voulait trouver à chaque fois pour la bonne scène, la bonne musique. Alors évidemment on écrit en musique, certaines musiques ont perduré avec le scénario, d'autres sont arrivées avec le montage, mais oui on prend un plaisir infini à essayer de faire la meilleure playlist pour profiter de ce pouvoir-là qu'ont les auteurs et les interprètes de nous catapulter encore plus dans le temps. Donc on a le maquillage, le costume, les décors évidemment et la musique. Donc on espère qu'avec ça les spectateurs vont accepter cette illusion de passer 2 heures en 1985. Le choix des chansons, ça va de juste une illusion à un autre